Bonjour. Comment ça va? Ça va, Ouais? tout Eh ben doucement. super. Doucement, doucement Oui, mais sûrement. doucement. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. OK, donc bah voilà Gina, puisque tu as commencé à parler, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? J'étais j'ai loupé, j'en ai loupé pas mal, alors, Bon, tu es excusée, c'est OK. il faudrait que je rallonge les journées de 24 heures en Oui, 30 heures ou plus. j'imagine. Oui, oui, tout Ça à serait fait. pratique. Oui. Et oui, on en ferait encore plus. Bah oui, Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais. Je suis contente qu'on a fini, les 4 sauts, c'était vraiment le 4e saut, c'était vraiment bien. Ah oui, 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 exactement, oui, oui. avec, Gandalf, ouais. Ouais. Excellent. Eh ben, super. Donc, la fois dernière, on a certainement dû parler d'inférence, de syllogisme, et cetera, ouais? Ah oui, c'est Ouais, très c'est bien. ça. Et des Absolument. divisions tripartites, mode de production et nominal de ces Mmh. trucs, ces Oui, inférences. voilà l'inférence et puis, Par le pouvoir du fait, tout ça, ouais. hein? L'inférence par le pouvoir du fait, tout ça, on avait parlé. Oui. Division tripartite, Excellent, très bien. Eh ben, c'est génial. Bravo, bravo. Donc en effet, les inférences par le pouvoir des faits, par ce qui est communément reconnu et l'inférence, par conviction, on pourrait l'appeler comme ça. OK, très bien. Donc on avait parlé de, ce processus du débat. Quand quelqu'un est dans une vue fausse, on adresse d'abord une conséquence, ensuite une assertion de preuve et ou un énoncé de preuve, c'est ce qui est, c'est comme ça qu'on dit et puis enfin normalement le syllogisme. Normalement, c'est dans cet ordre-là et puis, alors on était arrivé à la page 124, c'est ça, non? non, 126, 127, on avait 127 même. D'accord, les 126, 127. divisions. Ouais. 127 sur le Impeccable. PDF. Ouais, d'accord. OK, parce qu'après il y a plus grand chose par rapport aux inférences. Il y a juste un passage là, après avoir établi les 3 modes, on passe à l'énoncé de la preuve. On l'a vu ça, non? Ça, on l'a La vu. perso Ouais, OK, on avait vu que c'était séquentiel, qu'on pouvait pas avoir, c'était difficile d'avoir les 3 éléments du syllogisme simultanément à l'esprit. OK, donc c'était juste ça qu'on avait vu, donc ce passage-là, on va le reprendre rapidement. Après avoir établi les 3 modes, on passe à l'énoncé de preuve. La personne a réalisé l'un après l'autre la présence du sujet dans la alors l'une après l'autre, ouais, parce que tout est au féminin, a réalisé l'une après l'autre la présence de la raison dans le sujet, l'implication et la contre-implication. Ensuite, l'énoncé d'une preuve est donné afin que les 3 apparaissent simultanément à l'esprit, donc ça, on a déjà discuté. On énonce tout ce qui est un phénomène produit. Donc, tout ce qui est produit, hein, parce que pour être produit, il faut être un phénomène, Mmh. est nécessairement impermanent. Par exemple, un pot. Le son aussi est impermanent. Oui, c'est vrai que normalement, dans un syllogisme, il y a aussi l'exemple concordant. Ouais, on donne un exemple aussi pour faciliter la compréhension à l'antagoniste. Ok, donc là, par exemple, un pot. Ok, et après, on dit, bah voilà, ça s'applique aussi au son. Bref, donc ça permet de certifier l'impermanence du son, grâce à la raison qui les produit. Si un seul énoncé de preuve suffit, on peut en rester là. Si 2 sont nécessaires, on peut dire alors tout ce qui est permanent est nécessairement non produit. D'ailleurs, là, il y a oui, un phénomène non produit, mais après, on n'est pas obligé de rajouter phénomène. On peut tout simplement dire tout ce qui est permanent est nécessairement pas produit. Ça, ouais, on le comprend. Par exemple, l'espace abstrait. Pourquoi l'espace abstrait? L'espace incomposé, non? Plutôt. Mmh. Euh, pardon. Où est-ce que je suis là? Je viens de bouger la page. 127. Ouais, sauf que moi j'ai pas les. Ah d'accord. Si deux sont nécessaires, ok, très bien. Pourquoi ils ont mis l'espace abstrait? Alors, attendez. Voilà, l'espace incomposé, ouais, plutôt, parce que là, littéralement, sans Sans cause. cause. En fait, c'est en tibétain, c'est Dumadje ou Asamskrita en sanskrit. Donc, c'est pas sans cause, c'est juste un phénomène incomposé, ouais, l'espace incomposé. Ok.
Très bien. Le son, par contre, est un phénomène produit, donc est produit, ok, ou est un produit. La nécessité d'avancer un ou deux énoncés de preuve dépend des aptitudes de la personne qui les reçoit. Dans le cas d'une personne aux facultés aiguisées, on avance d'abord une conséquence, puis on établit la présence de la raison dans le sujet, etc. Il est peu, il, il est peut-être alors, oui, il manque un tiret. Il est peut-être alors nécessaire d'avancer un énoncé de preuve, ou pas du tout. Ouais, parfois, il y a besoin comment dire, d'en faire des caisses. Ça peut arriver parfois. Ouais. Et parfois, parfois, il n'y a pas besoin. Ça dépend vraiment de la personne avec qui vous débattez. Ça, on l'avait vu. On avait vu que c'était très contextuel. Ouais. Ok. À la fin, on lui annonce une raison. Par exemple, le syllogisme. Où est-ce que je suis là? À chaque fois, je perds la page quand je bouge. Ok. À la fin, on lui énonce une raison. Par exemple, le syllogisme. Le sujet leçon est impermanent parce qu'il est produit, mais pour une personne à faculté lente, il faut énoncer une conséquence de preuve et une raison. Donc ça, c'est assez, voilà, c'est très technique, mais en même temps, après, c'est au feeling, hein. Vous voyez quand la personne, elle comprend ou pas, etc. Donc, ça dépend beaucoup voilà, des gens avec qui on parle. En débat, on ne passe pas en général par tout le processus. Ouais, dans le débat, ça va plus, c'est plus rapide. Nous procédons comme si les trois modes étaient établis et que l'antagoniste était de facultés aiguisées. Ouais. Pourtant, virgule, si l'on opérait minutieusement, toutes ces étapes devraient être suivies. Mais pour certains, il n'est pas nécessaire de formuler une conséquence, ceux par exemple qui n'ont pas d'idées fausses préconçues. Ok. En effet. Ouais, ça veut dire que, quelqu'un peut déjà commencer à douter, en fait, se dire: «Tiens, est-ce que le son est permanent ou pas?» Oui, cette personne n'est pas nécessairement de manière, univoque dans son erreur. Donc dans ce cas-là, il y a pas nécessairement besoin d'une conséquence, ouais, pour déstabiliser forcément cela. OK, très bien. De sorte que, afin d'établir pour un bouddhiste l'impermanence du son, il n'est pas nécessaire de formuler une conséquence puisqu'il n'a pas l'idée fausse, donc la vue fausse, que le son est permanent. Ouais, l'idée fausse préconçue, c'est un peu une façon de traduire un peu bizarre. Mais la, il n'a pas de cognition fausse. Ouais. Ça veut dire que il peut être en train de douter ou il peut avoir une supposition correcte, etc., etc. Très bien. Mais dans le cas d'un samkhya, ouais, on en a déjà parlé d'un samkhya ouais, la fois dernière, qui nourrit une telle vue fausse, donc par exemple un samkhya qui pense que le son est permanent, il faut passer par toutes ces étapes. Ouais, pourquoi pas? Si nos manuels présentent souvent notre propre système sous la forme d'énoncés de conséquences, ce n'est pas parce que nos étudiants ont des vues fausses à écarter, mais parce qu'il n'est pas sûr qu'ils soient prêts pour des énoncés syllogistiques. Ouais, ok, ouais. Même si en général les étudiants apprennent les syllogismes assez rapidement. En général, c'est quelque chose qu'on étudie presque dès le départ, surtout quand on parle des inférences, ouais. Ok, très bien, très bien. Donc on a terminé les inférences. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Non. Bon, bah, impeccable. Génial. Ok. Très bien. Donc, ensuite, les cognitions subséquentes. Donc, vous avez nécessairement la définition. Elle est écrite juste en dessous. Ok. Alors, comment il le dit chez Geshe Jampel Sampel? Il dit quoi? Il dit les cognitions subséquentes. Ok, la définition d'une cognition subséquente est une cognition qui n'est pas une cognition valide et qui réalise ce qui a ce qui a été préalablement réalisé par la cognition valide antécédente qui l'a occasionné. Donc là, on en a plein la bouche. C'est une longue définition, mais chez Yungzin Purbuchok, c'est juste Torsin Torperikpa. Ouais, Torsin Torperikpa. Une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais, ok. Parce que là, dire qu'il n'est pas une cognition valide, en effet, sinon on pourrait débattre. On peut très bien dire que une cognition valide, par exemple, hier, vous avez regardé la splendide couleur grise du ciel, et aujourd'hui, vous la voyez à nouveau. Ouais, cette couleur grise du ciel, etc.
Ok, très bien. Donc, votre cognition valide d'aujourd'hui réalise ce qui a déjà été réalisé hier, non? Le problème, Mhm. c'est par son propre pouvoir, c'est ça? Ouais, Il y a quelque chose entre. Donc en fait, c'est pas une cognition subséquente si tu la revois aujourd'hui. ouais, exactement. Si on la revoit aujourd'hui, si on revoit cette couleur aujourd'hui, c'est à nouveau une cognition valide. Mais en effet, on pourrait dire, par exemple, ok, par exemple, un morceau que vous aimez bien, que vous écoutez souvent. Ouais, vous avez une cognition valide à chaque fois que vous le réécoutez. Ouais, Mmh. mais cette cognition valide, en effet, elle réalise ce qui avait déjà été réalisé. C'est plus nouveau. Ouais, ce morceau, vous le connaissez par cœur. Ouais, donc c'est plus nouveau. Donc on pourrait dire qu'en effet, une cognition valide peut très bien réaliser ce qu'une autre cognition valide avait déjà réalisé précédemment. Ouais, c'est tout à fait possible de le dire, non? Ou je vous embrouille? Je sais pas, moi, je crois que quand on dit nouvelle pour la cognition valide, on dit par son propre pouvoir, en fait. Oui, Voilà. Donc, oui, la oui. deuxième fois le lendemain, c'est par son propre pouvoir qu'on Tout à entend fait. là-dessus. Mmh. Ouais, ouais. C'est pour ça que, heu, c'est pour ça que quand on regarde à nouveau une couleur ou une photo ou, quand on écoute à nouveau un morceau, quand, et cetera. En effet, la cognition va à chaque fois, on a une cognition valide, c'est ce qu'on est en train de dire, ouais, parce qu'elle réalise par son propre pouvoir. Ouais, donc ça, c'est pas tout à fait, ce qui va nous occuper là. C'est juste de voir qu'en effet, que ce soit par son propre pouvoir ou pas, la cognition valide d'aujourd'hui réalise ce qui avait été réalisé par une cognition valide antérieure, non? Mhm. Elle le complète peut-être, même si tu connais très, très bien le morceau, à chaque fois, peut-être qu'il y a des éléments que même tu es pas capable de percevoir, mais Mmh. qui indirectement, enfin qui oui, qui apparaissent. Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait, on peut, peut-être qu'on n'avait pas entendu une basse avant, on était focalisé sur plutôt des sons aigus et cetera et puis un jour on l'écoute avec un autre, ampli et on entend les basses mieux et on redécouvre ça. OK. Et ensuite, si on réécoute à nouveau ce morceau et qu'on entend à nouveau les basses, on a à nouveau une cognition valide, vous êtes d'accord? Ouais, parce Mmh. que, cette cognition réalise par son propre pouvoir. OK, très bien. OK, et donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a aujourd'hui une cognition valide qui réalise ce que hier, une cognition valide réalisait déjà, non? Oui, Oui. Vous êtes Mhm. d'accord? oui, Voilà, oui. c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. D'accord, c'est Ouais, joli. Tu peux le voilà, reformuler, s'il te plaît? OK. Ouais, par exemple, on en a beaucoup des cognitions valides qui se répètent, ouais, qui réalisent ce qu'on connaissait Sûr. déjà, en fait. Mmh. C'est, voilà, il y a en effet, c'est à chaque fois nouveau. Pourquoi? Parce que la cognition réalise par son propre pouvoir, mais en même temps, c'est un objet qu'on connaît déjà, avec lequel on est familier. Mmh. Ouais, et donc, quel que soit cet objet, hein, que ce soit une plante, une photo, une image, un son et cetera, ouais. OK, très bien. Donc ça veut dire qu'hier, on avait une cognition valide qui réalisait ce morceau, hein, on entendait ce morceau, et cetera. Et aujourd'hui, on le réécoute, on a à nouveau une cognition valide qui réalise à nouveau ce morceau. Vous êtes d'accord? Oui. Donc aujourd'hui, on a une cognition valide. Hier, on en avait une. Aujourd'hui, elle réalise ce que hier, elle réalisait déjà, l'autre cognition valide. Mmh. Ouais. Et donc, on pourrait dire, de ce point de vue-là, à ce moment-là, bah, ça ressemble beaucoup à la définition d'une cognition subséquente. Non, Non? sauf que la subséquente, c'est pas par son propre pouvoir. Alors, c'est pas marqué dans Mhm. la définition, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on ne le marque pas dans la définition, on pourrait dire, bah, aujourd'hui, la cognition valide qui réalise son objet, elle réalise ce qui a été réalisé hier. Et donc, à ce moment-là, où est la différence avec une cognition subséquente? Et donc, c'est peut-être pour ça que Même. Geshe-Tianpel rajoute qui n'est pas une cognition valide. C'est ça, oui. Ouais. Peut-être Mmh. c'est pour ça, parce que justement, on peut trouver des exemples, plein d'exemples, où on a en effet des cognitions valides qui réalisent ce qui a déjà été réalisé. Oui, sauf elles le réalisent nouvellement, et donc elles Voilà. ne peuvent pas être des cognitions subséquentes. Oui, mais Mmh. sauf que si on n'est pas suffisamment précis dans la définition, c'est là où ça peut prêter le flanc à des contre-arguments.
Ouais, ok, donc c'était juste que j'étais en train d'essayer de dire. Donc la définition d'une condition subséquente, c'est une condition qui n'est pas une condition valide, ok, et qui réalise ce qui a été préalablement réalisé par la condition valide antécédente qui l'a occasionné. Ouais, c'est encore plus précis. Mhm. C'est encore plus précis. Ok, cette définition présente une difficulté, tiens donc, dans sa formulation. Parce qu'une cognition subséquente est un phénomène positif. Ah oui, c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Oui, c'est vrai. Et que sa définition est un phénomène négatif. Oh, c'est sympa ça. Mhm. Ok. Ok, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une négation et tout le monde sait ce qu'est une affirmation? Ou un phénomène positif? Non, moi, j'aimerais bien que tu me le rappelles, hein. Ouais. Ok. La place Phénomène du parking positif. vide qui a un phénomène négatif. Oui, J'aime bien cet exactement. exemple. Ok. Ouais. Ouais. Vali fait beaucoup de routes, forcément, donc ça lui parle, les places de parking libres. Oui, une place de parking libre. Ouais, c'est un phénomène. C'est quoi? Un phénomène positif ou une négation? Ça serait une négation, oui. C'est une négation, exactement. Ouais, on pourrait dire, oui, c'est une Donc, c'est négation bon. affirmative. Ouais. Ok. Donc une négation, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions dans les textes. On peut en piocher. Par exemple, moi j'aime bien celle de Lama Tsumpa, mais celle de Yonzin Purbuchok est encore mieux en fait. Quand il dit Ranzin Torpelle Garja Nusuchepetsurgi Toparjawa, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ok, Formidable. Ce qui est ouais, réalisé, on peut recommencer là. ok. Donc, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Ranzin torpelle gajang suchipitsul toparjara. Ok, c'est assez similaire chez Jepun Gomang et chez Lama Tsumpa, sauf que Lama Tsumpa, dans son texte sur les écoles philosophiques, il oublie de rajouter explicite. Mais après, bon, est-ce qu'il l'oublie ou est-ce qu'il fait exprès? Ici, je pense que celle de Yonzin Polbuchak est plus complète parce qu'en effet, ça dépend surtout d'une conscience conceptuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à une négation ou à un phénomène positif? C'est la conscience conceptuelle qui décide. Ouais. Ok, ça veut dire que, par exemple, ok. Oui, en effet, même quand on dit une place de parking libre, en effet, c'est surtout dans le mot libre qu'on comprend la négation, non? Ça veut Mhm. dire quoi? Non Libre, occupé. libre de voiture, ouais. Ça veut dire Mhm. qu'il n'y a rien à cet endroit. Il n'y a pas de voiture à cet endroit. Ok, très bien. Donc là, on comprend que c'est un phénomène négatif ou une négation. L'espace incomposé, c'est pareil, ouais. C'est dans la définition. Qui a la définition de l'espace incomposé? C'est en tibétain, Torekakwecha. Ouais. Et donc, c'est quoi en français qui a la définition de l'espace incomposé? Il a plusieurs parties, mais il n'est pas produit, non? Ouais, Puis ok. sans obstruction. Il y a Ce qui l'obstruction. permet, Oui, voilà. oui, exactement. Oui, on pourrait dire soit cette simple absence de contact obstructif, soit Voilà. ce facteur d'absence de contact obstructif. Ouais, des fois, ils disent toreka pecha, des fois, ils disent juste toreka, toreka pratsam. Ouais, cette simple absence de contact obstructif. Ok, donc c'est juste des différentes définitions. Mais en tout cas, on comprend que c'est une absence. C'est ça. Ouais, et donc si c'est une absence, c'est Négatif. nécessairement une négation, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais? Ok. Mhm. Donc, c'est important de parler de explicite. Ouais, parce que dans justement ce texte sur les écoles philosophiques, la Madhya ne le met pas. Vener Gengyalsen disait que c'était peut-être pour tester si les étudiants suivaient ou pas. Mais enfin, il l'a pas dit comme ça, mais pour voir voilà, si ça pouvait prêter l'occasion à des discussions supplémentaires, etc. Ouais. Parce que si on rajoute pas explicite, ça pose question. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Je ne sais plus dans quel texte, si c'est le Pramanavartika, je ne suis pas très sûr. Quand il dit Quand Shirngu Kuran Shingi Ran Ran Mo Lanechir. Ouais,
quand il dit que toutes les choses demeurent naturellement comme étant l'exclusion de tout ce qui n'est pas elles. Ouais, par exemple, ok, vous avez sur la table, vous avez tout un tas d'articles sur une table. Ouais, vous avez plein de fruits, plein de trucs, etc. Si vous en piochez un, est-ce que la vendeuse vous donne les autres en même temps ou pas? Ou est-ce que vous êtes obligé de les laisser? Ouais. Quand vous en Oui, piochez un, c'est nécessairement au détriment des autres, non? oui. Ouais, ok. Et donc, ça veut dire que choisir l'un des éléments sur la table exclut naturellement les autres. Mhm. Justement. Ouais. Mm. Mais ça ne veut pas dire que ce truc qu'on a pris sur la table, qu'on a choisi, qu'on a isolé sur la table, ça ne veut pas dire que ce truc soit une négation pour autant. C'est juste que naturellement, n'importe quel phénomène est l'exclusion de tous les autres. C'est Ouais, ça. si on parle à Dominique, on ne parle nécessairement pas à Michel, par exemple. Si on parle à Sabine, on ne parle pas à Gina, etc., etc. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que chaque individu, chaque objet, chaque phénomène exclut nécessairement les autres. Ouais, naturel, dans sa nature même, le fait Mhm. de regarder une chaise, eh ben, ça exclut de regarder un oiseau. Mm. Ok, donc là, c'est l'élimination implicite. Ouais, c'est juste implicite. Donc c'est pourquoi les phénomènes ne deviennent pas des négations pour autant. Par contre, si on dit cet oiseau qui n'est pas en train de marcher, si on dit cette chaise qui n'est pas à moi, cette table qui n'est pas en bois, etc., ou cette maison qui n'est pas un hangar, etc., 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 dans ce cas-là, on exclut explicitement quelque chose, non? Oui, oui. Ok, très bien. Et donc, s'il y a une exclusion explicite de quelque chose, on a affaire à une négation. Mhm. Ouais, ça va pour Michel? Ah oui, oui, très bien. Ouais, Super. ouais. Et donc, Moi, je suis en plein retournement là ouais, de ce qui est avéré et de ce qui ne l'est pas. oui, 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 oui. Non, c'est très bien. Ok. Et Je sais donc, pas en où ça va nous effet, amener. ouais, ouais, donc ça veut dire qu'en effet, s'il n'y a pas une exclusion explicite d'un objet de négation, on a affaire à un phénomène positif. Même si c'est pas, je veux dire, c'est pas nécessairement marqué dessus d'une certaine manière. Par exemple, quand on dit espace incomposé, si on n'a pas la définition à l'esprit, on ne sait pas que c'est une négation. Mais tu n'avais pas dit, me semble-t-il, que tout ce qui était, on pouvait avoir les négations par des petits mots, les A, un, etc., enfin, Ouais, qui faisaient que conceptuellement, on savait que oui, c'était une négation, non? exactement, parce que là, c'est mentionné explicitement d'une certaine manière. Mm. Quand on dit, en effet, quand on dit, par exemple, non pot ou non tasse, ouais, là, c'est clair qu'on parle de négation, hein, parce que c'est vraiment Mhm. dans le packaging du définiendum, en fait. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas si clair que ça, comme par exemple espace incomposé. Ouais, ou quand on dit par exemple, oui, si on n'a pas la définition de l'espace incomposé, on ne pourra pas vraiment comprendre que c'est une simple absence, ouais, que c'est une négation. Ouais. Donc parfois, c'est pas dans le définiendum, c'est dans la définition. Ouais, dans le définiendum, il n'y a pas nécessairement cette particule privative, comme en Enfin, sanskrit ou en latin ou en incomposé, français. le 1, c'est privatif, hein, incomposé. Ben Oui, oui, Ce n'est pas ça voudrait dire, composé. exactement. Oui, si on dit phénomène, espace incomposé, dans ce cas-là, oui, si on dit juste espace, ouais, Ouais. si on dit juste espace, c'est pas clairement Voilà. mentionné, mais dans espace incomposé, il y a bien une négation, ouais. Mm. Ouais, ça joue. Mhm. Eh ben, c'est génial, c'est génial. Ok. Et donc, ici, le problème, c'est que si on a un phénomène qui est un phénomène positif, si dans la définition on exclut explicitement quelque chose, eh ben, on donne la définition d'une négation pour un phénomène positif. Et ça pose question. Ouais, c'est Mhm. ce qu'il dit ici. Il dit D'accord. cette définition présente une difficulté dans sa formulation parce qu'une cognition subséquente est un phénomène positif. Ouais. Mhm. Et que sa définition est un phénomène négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a une exclusion explicite dans la définition qui Ouais. n'est pas une cognition valide. Ouais. Et donc ça pose question. On Sûr. avait vu. Oui, pardon?
Non, juste, j'étais en train de me dire que si c'est subséquent, de toute façon, ça va être en opposition à ce qui était d'abord précédemment énoncé ou avéré, en fait. Oui. Donc, on est obligé de le présenter comme étant une négation de ce qui est avéré. C'est pas une négation, c'est une Oui. réalisation de Pas ce qui a une- déjà été avéré. C'est pas une En négation. opposition, en tout cas. Ah. Ouais. Et pour Mais en même présenter une temps, c'est vrai opposition, c'est que... une négation. Ouais. Mais c'est vrai que si, normalement normalement, en fait, il y a en effet des phénomènes qui sont des négations et on peut pas y faire grand-chose, en fait. Il y a des phénomènes qui deviennent des négations à cause de la conscience conceptuelle. Mais il y en a qui sont des négations, on n'y peut rien. Par exemple, l'espace incomposé, on n'y peut rien. Le non-soi, la vacuité, les simples absences sont des négations non affirmatives et ça, on peut rien faire par rapport à ça. Ouais. Mais il y a des phénomènes en fonction de la façon dont on les conceptualise, soit ils sont des phénomènes positifs, soit du coup ils deviennent des négations. Ouais, si je dis la table, ok, c'est un phénomène positif. Si je dis la table qui n'est pas en bois, ou la table qui n'est pas à moi, ou la table qui n'est pas dans la pièce, etc., etc., on parle du coup d'une négation. Alors que c'est le même objet, en fait. Si on pointe du doigt vers l'objet, c'est exactement le même objet. Ouais, ça ne change pas fondamentalement sa structure matérielle, atomique, etc. Ça reste toujours la même table d'une certaine manière, ouais, qui change d'instant en instant, mais c'est toujours le même continuum de la table. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à une négation à ce moment-là? C'est parce que on exclut explicitement quelque chose Voilà. grâce à la conscience conceptuelle, ouais. Mhm. Ok, mais une table, naturellement, est un phénomène positif. Donc si à chaque fois on disait, si par exemple dans la définition, si on, on prend quelque chose d'assez similaire à ce qu'on trouve là dans le texte, ouais, par exemple ici, une condition subséquente qui n'est pas une condition valide, ouais, on pourrait dire bah, une table qui n'est pas une chaise, et donc à ce moment-là, on a aussi un phénomène négatif, on a une négation. Mais est-ce qu'on a besoin de le dire à chaque fois? Est-ce qu'on a besoin de dire une table qui n'est pas une chaise? Est-ce que vous pouvez m'apporter des tables? On va faire un pique-nique. Apporter des tables qui ne sont pas des chaises. Ok. Ouais, vos familles vont vous regarder de travers, non? Si vous dites ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de le dire. Une table est nécessairement l'exclusion d'une chaise, non? Ok, mais c'est une exclusion implicite. On n'a pas besoin de le dire. On reconnaît nécessairement qu'une table n'est pas une chaise. Ok, donc pourquoi là dire qu'il n'est pas une condition valide, ouais, cette condition subséquente? Ouais. Pour reprendre ton exemple de la table, il y a la table en tant qu'objet apparent ou apparaissant, et la table en tant qu'objet de connaissance. J'ai oublié le terme. Concept. Merci. De concept? Non. Ou Le concept de de... la table n'est pas la table, hein. Non, non, non. Oui, c'est ça. Mais là, Ouais. on parle d'une connexion avérée qui réalise ce qui a été préalable, n'est pas Alors une là, connexion on avérée. parle d'une condition subséquente. Une condition subséquente, là, on est passé dans les subséquentes. Oui, Ok. Ouais. Et on donc, dit que les ce n'est pas conditions une condition valide. Voilà, exactement. La Ouais. condition valide, ce serait la table en tant qu'objet de... Alors, je confonds toujours les deux. Objet apparaissant, hein, c'est ça, le premier. Euh, La table en tant qu'objet réel et pas la table en tant que concept. Je alors, m'exprime pas bien peut-être là. alors, j'osais pas trop le dire, mais puisque tu le dis. Tu les embrouilles. Bon, bah écoute, laisse tomber, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'une table n'est nécessairement pas un concept. Ouais. Ouais. Une Bah, table ne peut pas dans être un l'esprit, concept si. parce qu'une table, c'est de la forme et un concept, c'est permanent. Ouais, Mhm. donc on a une exclusion flagrante. Mais en effet, on pourrait dire, OK, la cognition subséquente, c'est le moment de conscience qui réalise dans le même continuum exactement le même objet qu'une cognition valide immédiatement antérieure vient de réaliser. Ouais. Immédiatement intérieur. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans le même continuum. Ouais, alors que quand on regardait hier le gris et on le regarde à nouveau aujourd'hui, eh ben c'est pas dans le même continuum. Il y a eu il y a eu
tout un tas d'intervalles entre la cognition valide d'hier et la cognition valide d'aujourd'hui. Il y a eu plein d'autres cognitions valides, plein de cognitions fausses, il y a eu plein de trucs entre les deux. Vous êtes d'accord? Oui, oui, si je peux poser une question. C'est Oui, là, depuis tout à l'heure, je réfléchis, parce que si c'est dans le même continuum, à partir de quel intervalle ça devient subséquent? oui. C'est là, en fait, que je flâne un peu. C'est quel moment je peux dire que ça devient subséquent? Oui, c'est une question très importante. Mm. Parce que pour moi, enfin, voilà, ça fait déjà un moment que je pense à ça, j'ai jamais vraiment trouvé le truc. Donc, Ouais, c'est un petit peu la question du temps de refroidissement du canon de fusil, non? C'est pas un peu le même principe? Bien sûr, qu'on se Ouais. pose tous les jours. C'est c'était Fernand Reynaud à l'époque, ouais, dans les vieux sketchs, etc. Oh Ouais, non. qui disait ça. Et donc, ouais, ouais, c'est ça, c'est quand on avait ça le dimanche après-midi avec les parents. Ok. Et donc, ok. Euh, Pardon. Combien de temps dure en effet un instant? Un instant Ça, pour qu'une cognition soit établie. Oui, parce que si on dit un instant infinitésimal, on a un gros problème, non? Si on dit que le premier instant, c'est un instant infinitésimal de temps, on a un problème, parce que si c'est infinitésimal, ce ne serait jamais, pour les êtres ordinaires, une cognition valide, parce que ça passe trop vite, c'est trop bref. Mm. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, ok, donc ça veut dire qu'il faut euh, quelques dixièmes de seconde quand même pour que notre cerveau ait le temps d'enregistrer les choses. Ouais, donc il faut que ce temps que dure la cognition valide soit suffisant pour que notre conscience ait la capacité d'enregistrer, de certifier, de comprendre son ah oui, objet. donc en fait, c'est au moment où j'arrive à nommer quelque chose, Ou à le réaliser, tout simplement. c'est réalisé. Par Alors exemple, Nommer le par nommer nommer, pourquoi oui, pas? identifier, quoi, ou je sais pas comment je peux Oui, dire. identifier. Ouais, Identifier. Voilà. exactement. Donc C'est ça peut moment par prendre. moment. Ouais, puis ça peut prendre plus de temps que dans d'autres contextes. Parfois, il faut qu'on prenne le temps de certifier un objet pour vraiment bien le comprendre. Et il y a des fois, il n'y a pas besoin de prendre tant de temps que ça passe rapidement. Ouais. Par exemple, Par je exemple. regarde une œuvre d'art, je sais pas, et puis je regarde et je découvre plein de choses pendant une demi-heure. Mhm. Donc là, il n'y a pas de subséquent, en fait. C'est ça l'idée. Alors, si, dans ce cas-là, oui, parce que au sein d'une demi-heure, il y a nécessairement, si c'est sur le même objet, il y a nécessairement des conditions subséquentes au sein d'une demi-heure. Donc là, ça peut se Quand on parle, mélanger. oui, exactement. Ok, ok. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, tu regardes une œuvre d'art, une statue, par exemple, tu peux regarder le haut, puis après tu regardes les pieds, etc. Donc tu as des cognitions valides qui sont suivies de cognitions subséquentes, qui vont être remplacées par de nouvelles cognitions valides qui appréhendent autre chose, etc., etc. Ok, ok. Ça, je comprends mieux. Ouais, c'est un petit peu comme un balayage, on pourrait dire, ouais. C'est un Ok. peu. Et même du point de vue des neurosciences, hein, il me semble qu'ils parlent de balayage aussi, hein, d'une certaine manière. Où un petit peu comme quand on fait une esquisse. On fait une esquisse et après on fait les traits plus précis, etc. Ouais, c'est un petit peu le même principe, hein. C'est un peu comme ça. Ok, donc le temps d'établissement d'un phénomène, eh ben, ça pose question parce que Lama Tsongkhapa dira, je crois, c'est dans le Gongpa Rapsel, qu'il dit en effet que le temps pour un phénomène d'être établi, c'est ça qu'on dit le premier moment, ça nécessite pour un phénomène d'être établi. Mais par exemple, quand on dit le premier moment d'une tasse, dans ce cas-là, en effet, on dira, eh ben, c'est quand elle va être cuite et au moment où elle est cuite. Là, c'est le premier moment de la tasse. Ouais, une tasse en céramique, quand elle est cuite dans le four, etc., on pourrait dire, une fois elle vient juste d'être terminée d'être cuite, on pourrait dire c'est son premier moment. Et le second moment va venir tout de suite après. Là, c'est très rapide. Mais pour une cognition valide, il faut quand même un certain temps pour que notre cerveau ait le temps d'enregistrer. Ok. Ouais. Plus long que simplement un instant infinitésimal, un claquement de doigts, etc. Il faut que ce soit plus long que ça. Mhm. Ok, bah c'est génial tout ça. Ouais, ok.
Donc en effet, donc là on a parlé des négations, ensuite les phénomènes positifs. Très bien. Et donc là, quand on parle de la cognition subséquente qui est un phénomène positif, mais on lui donne une définition à la négative, Mm. c'est ça qui cloche. C'est pour ça que la Potier dit ça cloche ici. Il dit Mm. c'est afin d'éviter ce problème que la plupart des autres représentations de l'ORIC posent comme définition d'une cognition subséquente, torsin toperipa, une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Mais comme ça, au moins, on est un peu tranquille. Mais euh, on pourrait débattre comme on a fait tout à l'heure. Ouais, si vous aviez une cognition valide hier du gris, aujourd'hui vous avez à nouveau une cognition valide du gris, et donc cette cognition valide d'aujourd'hui est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc de ce point de vue-là, on pourrait continuer de débattre par rapport à cette définition d'une cognition subséquente qui pourrait très bien s'appliquer à une cognition valide. Ok. Et si Non, on non, mettait, c'est pas nécessaire. et si on mettait, et si on Pardon. mettait qui réalise par son propre pouvoir ce qui a déjà été réalisé, on éviterait Oui, dans ce l'écueil. cas-là, tu veux dire pour la cognition valide? Ouais, dans ce cas-là, ça joue. Dans ce cas-là, ça joue. Ouais, On éviterait exactement. l'écueil, hein. Ouais. Et, alors, c'est moi là, je comprends pas parce que d'une part, je fais le lien avec les agrégats, donc sensation, perception, conception mentale, etc. Donc pour moi, c'est la différence entre deux types d'agrégats qu'on représente là. Mais si tu dis par son propre pouvoir, euh, c'est c'est nécessairement une connexion valide. Eh bien oui. Alors que Alors, là, une cognition subséquente, c'est oui, plus une cognition valide. Oui, non, mais oui. Oui, ça veut dire que, en fait, Dominique répondait au débat oui, que répondez à j'essayais l'autre de truc, hein. lancer. C'est que si, par exemple, en effet, c'est la définition qui est donnée généralement, hein, une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, mais on pourrait, si on était un peu vicieux comme moi, on pourrait débattre aussi de cette définition en disant, bah, une cognition valide aujourd'hui réalise ce qu'une cognition valide hier réalisait déjà. Oui, on pourrait très bien le dire. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, quelle est la différence avec une cognition subséquente? Et donc, dans ce cas-là, si on rajoute qui réalise par son propre pouvoir ou qui réalise nouvellement, dans ce cas-là, on est tranquille. Ouais. Donc, c'est pourquoi les définitions sont si importantes, puisque il y a des éléments dans une définition qui permettent de réfuter, de remettre en question certains points. Ouais, qui les réfute implicitement d'une certaine manière. Ouais, quand on dit la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible, et ben c'est pour réfuter certains points. On dit cognition pour réfuter un point de vue Vaibhashika qui dirait que les facultés appréhendent leurs objets, que c'est nouveau et infaillible. Nouveau, pourquoi? Pour réfuter le fait d'accepter les cognitions subséquentes comme étant des cognitions valides. Et c'est infaillible pour réfuter le fait que les suppositions correctes, par exemple, seraient des cognitions valides. Oui, donc en effet, chaque point d'une définition, enfin, dans beaucoup de cas, c'est pour réfuter des points de vue. Ouais, pour réfuter des trucs. Ok. Et donc, si il manque un point, il manque un morceau dans la définition, c'est là où on prête le flanc des débats. Mhm. Ouais, s'il manque un morceau, on pourra se dire, bah, à ce moment-là, une cognition valide correspond est une cognition subséquente puisqu'elle correspond à cette définition, etc. Et donc, c'est là où il y a beaucoup de débats qui tournent autour des définitions, de toute façon, hein. C'est Mhm. tout à fait normal. C'est là où, justement, on essaie d'apprendre quelles sont les caractéristiques les plus saillantes d'un phénomène pour circonscrire ces caractéristiques et donner une définition. Et ne pas mélanger ce phénomène avec un autre. Ouais. Ok, ok, ok. Très bien, eh ben, c'est super tout ça. Et donc, la Potier préfère la définition plus simple, et c'est celle qui est donnée en général de toute façon. Il dit, je trouve cette définition préférable, ouais, une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, parce que la première définition soulève une autre difficulté quand il est dit par la cognition valide antécédente qui l'a occasionnée. Ouais, ok, alors il va nous expliquer pourquoi. Occasionné, comme cela apparaîtra plus loin dans la division des cognitions subséquentes. Ok, très bien. Donc, il va en parler après. Donc là, il y a d'abord, donc c'est important bien sûr de comprendre la définition d'une cognition subséquente et ensuite les divisions. Ouais, souvent ça marche comme ça. Allô? Oui. Ouais. Dans les débats, ça marche comme ça. Ouais, c'est
quand on apprend de manière très formelle, on a d'abord donne la définition de ceci. Après les divisions principales de ceci, de ce truc, et puis après les définitions et leurs divisions, etc., etc., etc. Ok, très bien. Donc là, on va voir les divisions. Ouais, lorsque les cognitions subséquentes sont divisées, elles sont au nombre de deux, les cognitions subséquentes directes, qui sont des perceptions directes, on pourrait dire. OK, et les cognitions subséquentes, qui sont conceptuelles. OK, très bien. OK, donc il y a des H en trop dans le sanskrit. Il y a deux OK, H. Chiche. ouais. Ouais, Parichina, en fait, Parichina, ils mettent souvent en fait en sanskrit dans la standardisation anglaise, le cha est juste marqué par un C. Et donc, mais ici, ils ont rajouté le H, ce qui est bien en général, mais quand il y a deux cha, quand il y a un cha qui est aspiré, ça fait beaucoup de H. Ok. C'est pas très grave. Tchéché, ok, Torba Tchéché, ok, très bien. Nous sommes Tchéché, Torba Tchéché. Donc en effet, on a ces deux types de cognitions subséquentes. Il semble qu'à Jepungomang, la cognition subséquente soit nécessairement conceptuelle. Je me souviens quand Vénérable Otok Rinpoche avait donné des cours sur le Lorik de Kunkien Jamyang Chepa il y a plusieurs années au Salève. Il avait parlé de ça, oui. Que d'après Jamyang Shepa, d'après le Lorik Tache, l'analyse décisive du Lorik, ils disent qu'en effet, la cognition subséquente, c'est voir du bleu d'abord, et ensuite se dire, tiens, j'ai vu du bleu. Ouais, comme Titi qui dit, tiens, j'ai vu un gros minet. Eh ben, c'est un peu le même principe. Mais ça semble vouloir dire que c'est nécessairement conceptuel. Quand on se dit, tiens, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, dans ce cas-là, c'est de la mémoire. Ouais, la mémoire, c'est nécessairement une cognition subséquente, enfin un souvenir, c'est une cognition subséquente conceptuelle. Mhm. Donc, dans la façon dont c'est mentionné chez Kunkien Jamyang, je sais pas, ça semble vouloir dire que les cognitions subséquentes sont nécessairement conceptuelles, alors qu'ici, non. Ici, les cognitions subséquentes peuvent être Direct. non conceptuelles aussi, ouais. Mhm. Ouais, ok, très bien. Eh ben c'est génial. Waouh, on avance beaucoup en ce moment. Waouh, vous êtes trop balèze. Très bien. Donc les conditions subséquentes directes, ou on pourrait dire oui, non conceptuelles, sauf que là en sanskrit il y a pratyaksha et ça veut dire perception directe. Ok. Donc une cognition directe subséquente sensorielle. Donc là c'est encore plus précis, hein. Mhm. Entre cognition subséquente directe et cognition subséquente sensorielle, c'est plus précis dans le second cas. Ouais, ok. Mais en même temps, on pourrait se passer de dire direct. Ouais, on pourrait dire une cognition subséquente sensorielle. Parce que sensorielle, c'est nécessairement Forcément direct. direct. Ouais. Ouais. Donc, on pourrait faire plus simple. Bon, c'est juste moi, c'est mon truc. C'est voilà, pour simplifier, mais c'est pas très grave. Une cognition subséquente sensorielle est, par exemple, le second moment d'une perception directe sensorielle qui appréhende une forme. Oh là là, c'est génial. Et donc, le second moment, combien de temps dure le second moment? Le temps que le troisième arrive. Voilà, Voilà. bravo. Et une fois que le premier est fini. Ok, très bien. Ok, donc le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un aria, ouais, qui appréhende une forme, est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. Ok, ouais, donc souvenez-vous, quand on parle d'une perception directe mentale qui appréhende une forme, ouais, une, une, oui, en général, c'est mentionné comme ça. Une perception directe mentale appréhendant une forme. Ouais. Dans le continuum d'un aria, dans ce cas-là, ça joue. Pourquoi? Parce que l'aria est conscient de sa perception mentale directe. Voilà, parce qu'il a réalisé l'impermanence subtile et donc ce moment infinitésimal de perception directe à la fin d'un train de perception sensorielle, c'est tellement bref qu'il faut être un aria pour le réaliser. Ok, donc c'est tout à fait ça. Ouais, très bien. Et donc le second moment, c'est une cognition subséquente mentale.
Ok. Mm. Il n'y a pas de cognition subséquente de cette nature dans le continuum des êtres ordinaires parce que les perceptions directes appréhendant des formes, etc., ne durent qu'un seul instant de la plus petite unité de temps et sont donc pour eux des cognitions inattentives. Ouais, pour les êtres ordinaires, ça passe trop vite et donc on n'a pas le temps de le certifier, ce moment de perception directe mentale appréhendant une forme. Ok, mais une cognition subséquente mentale dans le continuum d'un être ordinaire serait en effet le second moment d'une cognition clairvoyante qui connaît l'esprit d'autrui, par exemple. Ouais, dans ce cas-là, c'est toujours une perception directe mentale. Et chez les êtres ordinaires, ça joue. Ouais, pour avoir les clairvoyances, il n'y a pas besoin d'être un aria. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. En effet, il n'y a pas besoin d'être un aria. Mais il faut au moins avoir obtenu les niveaux de shamatha, etc. Ouais, les niveaux de concentration, etc. Ok. Très bien. Ok. Et ensuite, enfin, un exemple d'une cognition subséquente yogique est le second moment d'une perception directe yogique qui réalise directement le non-soi personnel. Oh là là, c'est magnifique. Mhm. Ok. Cachez votre joie. Ok. Ok, waouh, c'est magnifique. Donc, en effet, on a des cognitions subséquentes sensorielles, on a des cognitions subséquentes mentales, on a des cognitions subséquentes yogiques. Et il en manque Autocognitive. une, non? Autocognitive. Alors, pourquoi c'est pas mentionné? Ça n'existe pas? Non, parce que c'est simultané, l'autocognition. Donc, il n'y a pas d'autocognition subséquente, ça n'existe pas. Ah non, puisqu'elle est simultanée. Enfin, c'est l'autocognition de la subséquente. C'est l'autocognition de la subséquente. C'est De la directe, de la perception subséquente. C'est l'autocognition de la subséquente, voilà. l'autocognition de la subséquente, qui est L'autocognition nécessairement, subséquente. qui Oui, est qui est nécessairement une cognition simultanée. subséquente. Si elle est simultanée à la cognition subséquente, la cognition Oui, subséquente a bien une autocognition tout qui à est fait. simultanée. Donc, c'est celle qui est simultanée à la. Donc, c'est une subséquente par rapport à la cognition, mais pas par rapport à l'autocognition. Enfin, bref, c'est très compliqué. Alors, on pourrait dire, ok, vous avez, très bien, vous avez une cognition valide visuelle appréhendant du bleu. Mm. Ok, donc ce premier moment est en effet une cognition valide, tout va bien. Ensuite, le second moment est une cognition subséquente. Ouais, Eh bien, ok. l'autocognition du second moment, elle est subséquente, puisqu'elle est l'autocognition de la subséquente. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire que, ok, vous avez le premier moment de cognition subséquente, ouais. Ce premier moment de cognition subséquente qui vient juste après une cognition valide. Ouais. Ce premier moment d'une cognition subséquente a un premier moment d'autocognition. Oui, Et donc ce premier moment d'autocognition est une cognition valide. oui, bah Ouais, oui. donc si on dit l'autocognition d'une cognition subséquente, ça pourrait prêter le flanc à des débats. Ouais, si on dit le second moment d'une autocognition qui réalise une cognition subséquente, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Ouais. Est-ce oui, c'est ça. Parce Parce une que, autocognition, elle n'a pas un second moment. Elle a un second ah moment si, si. que Ouais, s'il y a ouais, un si, si. second moment de direct. Oui, S'il n'y oui, a pas de second moment de direct, il n'y a pas d'autocognition du second moment. Il y a une autocognition qu'à partir du moment où il y a un second moment de direct. Enfin, de ben, en direct, fait, d'ailleurs. l'autocognition, euh, elle existe pour n'importe quel type de conscience, même les consciences conceptuelles Oui, oui, subséquentes. non, mais là, on parlait de direct. Ouais. Donc Oui. ici, pour les Soratrantika, n'importe quelle conscience a une autocognition, hein, qui fait l'expérience d'elle-même, etc. Mais Ok. elle est simultanée. Elle est simultanée Et avec la cognition. elle est simultanée à la conscience dont elle fait Mm. l'expérience, ok. Et cette autocognition a différents moments séquentiels. Elle a un premier moment, elle a un second moment, troisième moment, etc. Donc l'autocognition elle-même a des moments qui sont des cognitions valides et des moments subséquents, des moments qui sont des cognitions subséquentes, non? Alors ça, je sais pas. Par exemple, dans un premier moment de cognition, cette Hmm. autocognition, elle est valide. Oui, Bon, mais s'il y a un second moment de cognition, ce second moment étant subséquent, sa propre autocognition est subséquente.
Mais Alors, est-ce on pourrait dire que l'autocognition, il y a un premier moment de l'autocognition faisant l'expérience d'une cognition subséquente. ah bon, il y a plusieurs moments dans l'autocognition, Ouais, parce que du même bah, moment de cognition. comme on vient de le dire, l'autocognition et l'inconscience dont elle fait l'expérience sont simultanées. Oui. Ouais. Et donc, Donc, si on a un premier moment de cognition subséquente, on va le redire autrement. Vous avez trois moments. Trois moments, vous avez trois moments de perception visuelle du bleu. Le premier, donc on va dire une perception visuelle valide. Ouais, donc une perception visuelle qui réalise son objet, etc. OK. Donc une perception visuelle qui réalise du bleu. Ouais, le premier moment est une cognition valide. Vous êtes d'accord? oui, oui, Ensuite, les moments 2 et 3 sont des cognitions subséquentes. oui, OK. Et donc, à chacun de ces trois moments, il y a une autocognition. oui, OK. Donc, ça veut dire qu'au premier moment, vous avez une autocognition qui fait l'expérience d'une cognition valide. oui. Au second moment, vous avez une nouvelle autocognition qui réalise nouvellement le second moment, qui lui est une cognition subséquente. Ouais, ça veut dire que le second moment, qui est une cognition subséquente, c'est le premier moment de la cognition subséquente. Ouais, donc ce premier moment de cognition subséquente peut très bien être réalisé par une autocognition. Et donc cette autocognition est une cognition valide. C'est une cognition valide qui fait l'expérience d'une cognition subséquente. D'accord. Elles sont dans la même substance. Elles sont une D'accord. même substance Pas sûr de simultanée. celle-là, moi. Ouais, ok. Euh, Et C'est pour au ça que je niveau... présente ça comme un balayage, en fait. Ça veut Ouais, dire qu'une Euh, qu'une la- cognition. Oui, vas-y, pardon. non, non, c'était juste une réflexion. Je me disais que du coup, la cognition subséquente, ça serait le balayage, alors que l'autocognition, ça serait un niveau de conscience un peu plus. frais, on pourrait dire plus frais, plus nouveau, plus... Mais en effet, il y a toujours ça, en fait. On a toujours cognition valide et puis cognition subséquente, à moins que, en effet, on puisse parler de choses très rapides. Ouais, par exemple, vous regardez un film ou un dessin animé, etc. Et donc, vous avez en effet, vous pouvez avoir des cognitions valides et qui se suivent les unes après les autres. Il n'y a peut-être pas nécessairement le temps d'avoir une cognition subséquente à chaque fois. Ouais, parce Mm. que ça passe très vite. Ouais, quand vous Mm. regardez un feu d'artifice ou vous entendez un magnifique solo guitare, bah, vous n'avez pas nécessairement une cognition subséquente d'une note parce que bah, elle est déjà passée. Hop, ça passe trop vite. Ok. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, il y a le temps d'avoir une cognition valide et puis des moments subséquents qui sont des cognitions subséquentes. Ouais. Ok. Et donc la cognition subséquente, il faut bien qu'elle commence un jour ou l'autre. Ouais, donc il faut bien qu'elle ait un premier moment. Et ce premier moment est nécessairement l'objet d'une autocognition, qui du coup est au premier moment en train de réaliser cette cognition subséquente. Non? Mhm. Non, parce que Ok, moi, je pense que si c'est simultané, il n'y a pas de premier moment. oui. Si c'est simultané, comment tu définis le premier moment de l'autocognition par rapport à la cognition, si elles sont simultanées? Eh Moi, ben, en fait, il doit nécessairement y avoir un premier moment, parce que chaque conscience a une autocognition qui en fait l'expérience. Ouais. Donc vous avez une conscience visuelle, puis après une conscience auditive, après une conscience conceptuelle, Mm. etc. Et à chacune de ces consciences, il y a une autocognition. Et donc il y a à chaque fois un début d'autocognition dès qu'il y a un début de conscience qui doit être appréhendé par cette autocognition. Ouais, Non? je sais pas, parce que l'autocognition d'une cognition subséquente, je vois pas comment ça c'est le premier moment de l'autocognition de la cognition subséquente, c'est bizarre. Oui. Et inversement. Et inversement, on peut avoir, en effet, euh, une cognition subséquente euh, qui est dans la même substance qu'une cognition valide. On peut avoir une conscience conceptuelle et une conscience non conceptuelle qui sont dans la même substance, etc. Pourquoi? C'est à chaque fois à cause de l'autocognition. Ouais, on peut avoir une autocognition qui fait l'expérience d'une erreur, l'autocognition qui fait l'expérience par exemple, si on vous demande est-ce que vous avez rêvé cette nuit, pour que vous souveniez d'avoir rêvé, il faut avoir eu d'abord une cognition valide du rêve au premier moment. Mm. Ouais. Sinon, on ne peut pas avoir le souvenir. On ne peut Oui, pas oui, avoir le c'est ça. souvenir. Oui, On ne peut pas avoir le souvenir tant qu'on n'a pas eu d'abord une cognition valide. tout Donc, à ça veut dire fait. que le rêve, c'est quoi? C'est une hallucination mentale. Oui, Vous êtes d'accord? Et oui, donc, vous avez nécessairement une autocognition qui réalise
qui réalise ce rêve. Donc une autocognition qui fait l'expérience d'une cognition fausse. Et donc cette autocognition, elle, n'est pas une cognition fausse. Donc vous Ah, avez une d'accord. cognition fausse et une cognition qui n'est pas fausse dans le même continuum, dans le même instant de conscience. Ok, j'ai compris. Voilà, bravo. C'est génial ça. C'est génial. Ouais, c'est comme ça qu'on peut savoir, bah tiens, ah oui, j'ai rêvé. Et donc, si je me souviens d'avoir rêvé, c'est que au moment où je rêvais, pour les Sotrantika, j'étais en train de me percevoir, ma conscience mentale se percevait en train d'halluciner. Ouais, c'est comme ça qu'après, on peut dire, ah oui, tiens, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, c'était un rêve débile, etc., etc. Ouais, ok. Et donc, ça veut dire qu'au moment où on rêvait, on avait cette hallucination mentale, donc une cognition fausse, et l'autocognition qui pouvait être valide au premier moment de cette cognition, euh, de cette autocognition, ce premier moment qui réalise le rêve, eh ben, c'est une cognition valide qui fait l'expérience d'une Une cognition cognition fausse. fausse. D'accord. Ok. Et de la même façon, le premier moment de cognition subséquente a une autocognition qui en fait l'expérience. Et donc, ce premier moment C'est d'autocognition valide. est une Ok. cognition valide qui fait l'expérience d'une cognition subséquente. D'accord. Ça Ouais, mais marche. c'est pareil pour la conscience conceptuelle. Quand vous cherchez à méditer ou que vous vous posez la question, est-ce que je suis en train de penser ou pas, vous observez votre conscience mentale et vous observez si vous êtes en train de penser. Ouais, pour les Sootrantika, quand on a une conscience conceptuelle, on a aussi l'autocognition qui en fait l'expérience. Et donc, dans le même instant de conscience, on a une perception directe, puisqu'il y a l'autocognition, et une conscience conceptuelle, Mhm. Tout à fait. appréhendée par cette autocognition. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, Ok, ça waouh, résout pas le bravo. problème des connexions subséquences directes, hein. Oui, alors les conditions subséquentes directes, ça veut dire que bah, tu regardes un objet, et donc au premier moment, alors combien de temps il dure, ça après c'est autre chose. Au premier moment, c'est une condition valide, parce que tu réalises Mm. la couleur de l'objet, le contour, etc. Et moments 2, 3, 4, 5, tu restes focalisé sur l'objet. Les moments 2, 3, 4, 5 sont des conditions subséquentes. Mm. Ouais, parce que quand on médite, c'est comme ça en fait, hein. On médite, on peut méditer sur, je sais pas, l'impermanence, la vacuité, ou je ne sais quoi. Et au premier moment, c'est valide pour les sauts Trantika toujours, hein. Et les moments 2, 3, 4, 5, ça peut durer très longtemps. Il y en a qui méditent pendant des ères cosmiques. Et Ouais. donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de cognitions subséquentes que de cognitions valides dans leur continuum méditatif. Mhm. Ah oui. Ouais. Donc, la Il faut cognition bien des Bouddhas subséquente, dans l'arbre du refuge. hein, pardon? Je dis, il faut bien des Bouddhas dans l'arbre du refuge. Oui. Et C'est une plaisanterie. exactement, oui, oui. Et donc, il faut bien avoir le temps de les visualiser, etc., etc., par exemple. Ouais. Ok. Mhm. Ouais, Et on ouais, peut dire que, pardon, oui. on peut dire que l'autocognition, c'est un peu comme la mémoire, finalement. Non. Alors, c'est ce que diront les Sootrantika, c'est ce qui permet d'expliquer la mémoire du sujet lui-même. Ouais, dire j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai entendu ça. Ouais, c'est pas nécessairement pour la mémoire de l'objet lui-même, parce que Mhm. là, ils l'expliqueront sous la forme de graines, d'une certaine manière, des graines déposées dans la conscience, et qui vont germer, et ça va donner une conscience conceptuelle qui va se souvenir de ceci ou de cela. Mais en tout cas, pour le souvenir du sujet, comment est-ce qu'on peut expliquer on se souvient d'avoir été soi-même le témoin de ceci ou de cela? Ouais, eh bien, les Sotrantika disent c'est grâce à l'autocognition. Ouais, Ah, ok, ouais. ouais. Et donc, en effet, parce que s'il n'y avait pas en premier moment de cognition valide, de soi-même en train de penser à ci, de voir cela, etc., eh ben, on ne pourrait pas avoir le souvenir subséquent. Ouais, si on n'avait pas de cognition valide au préalable, eh ben, il n'y aurait rien euh, de quoi se souvenir. Ouais, Mhm. c'est intéressant. Ouais. Ok, très Merci. bien. Eh ben, on a terminé pour ce matin. Merci à vous, c'était un grand Mhm. plaisir. Et on se retrouve ce soir pour les débats à 20h30. Je vais essayer de faire des débats par rapport à la différence entre... je devais vous faire un quiz, mais j'ai pas eu le temps. Mais on le fera ensemble. C'est le même principe.
Donc des distinctions entre, qu'est-ce qu'on avait dit? Entre différent de tasse, contradictoire avec tasse et non tasse. Toutes ces distinctions-là, on va essayer d'y aller un petit peu plus en avant et si on a le temps d'entrer dans le syllogisme, ce serait super. Ok, en tout cas, enfin d'approfondir le syllogisme. Merci à tous et excellente journée et à ce soir pour ceux qui viennent. Salut. Merci. Au revoir. Merci mille fois. Ciao, ciao. Salut. À tout à l'heure.